Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en ligne pour cette troisième session des webinaires du Haut Conseil pour le climat où nous tâchons de vous présenter petit à petit l'ensemble des chapitres qui ont été rédigés par les 13 experts du Haut Conseil. Et cette semaine, donc, nous allons nous attarder sur le chapitre 3 qui traitait des enjeux des régions face au changement climatique. Donc pour cela, nous retrouvons Magali Rigazit qui nous avait déjà accompagnés lors de la précédente session, et cette fois elle est accompagnée d'Alain Grandjean, donc tous deux membres du Haut Conseil pour le climat, qui vont vous présenter les enjeux des régions en regard du climat tels qu'on les a décrits dans ce premier travail effectué par le Haut Conseil. Donc, vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat pendant la présentation, et j'en ferai une sélection la plus juste possible, mais tout à fait arbitraire, pour les transférer à nos intervenants après leur présentation. Voilà, donc je lance la présentation. Ça y est, vous la voyez tous en ligne, c'est bon? Donc très rapidement, je passe sur le Haut Conseil pour le climat que vous connaissez maintenant bien. Donc, c'est un organisme indépendant qui est chargé d'analyser et de conseiller le gouvernement sur les enjeux des politiques climatiques et notamment notre cohérence avec la trajectoire bas carbone. Et tout de suite, nous arrivons au cœur du sujet. Donc, je laisse la parole à nos experts. Bonjour à toutes et à tous. Là, j'ai pas le. Pardon. Olivier, j'ai plus le. Voilà. Oui, donc on va faire cette présentation à deux voix avec Magali. Je commence par planter le décor sur les deux slides qui arrivent. Le premier que vous avez sous les yeux fait part des émissions de gaz à effet de serre des différentes régions. Classés selon la catégorisation habituelle, transport, bâtiment, agriculture, industrie, énergie et déchets. Vous voyez un absent qui est l'Occitanie. C'est juste que quand on a fait le travail, l'Occitanie ne nous a pas remis en temps son document, mais c'est corrigé depuis. Donc dans le rapport, ça y est, dans le rapport qui est accessible sur Internet. L'intérêt de... Alors, je dis une petite précision avant de faire un commentaire un peu de fond, c'est que là, on parle des émissions territoriales au sens de l'inventaire des émissions. Donc, le total de des émissions des différentes régions devrait faire à peu près les émissions territoriales de la France. Donc, on ne raisonne pas ici en empreinte carbone. Donc, on ne parle pas des émissions importées ni des émissions exportées, on parle bien des émissions qui se font sur le territoire de chacune des régions. Le total ne fait pas exactement la France, parce que les méthodes ne sont pas rigoureusement les mêmes, mais les ordres de grandeur y sont. Ce qui est intéressant dans les anneaux que vous voyez avec les petites couleurs bleues, rouges, vertes, etc., c'est qu'il y a des disparités significatives en fonction des régions. Donc, ça veut dire que le classement national, qui consiste à dire en gros transport, bâtiment, agriculture, industrie, n'est pas tout à fait le même selon les régions. Si je prends 4 exemples, les Hauts-de-France, vous voyez que l'industrie, donc qui est la couleur violette, est très dominante. C'est parce qu'on a une activité de sidérurgie là-haut, une part industrielle qui est largement supérieure à la moyenne nationale. Si je prends un deuxième exemple, la Bretagne, vous voyez que c'est le vert qui domine. Ça, c'est évidemment lié au caractère agricole des émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées notamment au méthane et au protoxyde d'azote. Si je prends un troisième exemple, c'est l'Île-de-France. Vous voyez que c'est le rouge qui domine. Donc là, ça provient du fait simplement qu'on a une concentration urbaine très importante, et donc c'est les bâtiments et les logements qui dominent. Et puis si je prends un dernier exemple pour bien que vous voyez l'histoire, c'est celui du centre Auvergne, où là on a donc un équilibre des différentes sources d'émissions et quelque chose qui ressemble à la moyenne nationale. Donc Olivier, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Évidemment,
quand on prend les émissions comme ça, dans le cas précédent, on fait des comparaisons interrégionales, alors que les régions sont très différentes selon qu'on parle de population, de PIB et d'autres critères. Donc là, ce que vous voyez là, sur la carte de gauche, c'est les émissions rapportées à leur population. Donc avec plus c'est foncé, plus c'est intense. Et vous voyez sur la carte de droite les émissions qui sont rapportées à leur PIB. Et donc vous voyez que c'est pas tout à fait les mêmes classements. Je pense que c'est pas trop la peine d'insister à ce stade, donc je passe la parole à Magali sur les slides suivants. Donc en fait, on a essayé de regarder secteur par secteur. J'ai mis mon micro, oui. Bon. Oui, on t'entend bien. Oui. Donc de regarder secteur par secteur à partir de la SNBC les émissions. Et donc évidemment, ce que disait Alain, hein, on se rend compte qu'on a une très forte spécialisation régionale en fonction évidemment des profils et des héritages. Et on voit donc que ces émissions, elles sont extrêmement localisées par rapport évidemment à un certain type d'activité. Donc comme le disait Alain, hein, on voit par exemple se dégager les régions industrielles, on voit se dégager très nettement les Hauts-de-France par exemple, on voit aussi la Normandie, le Grand Est. Pour la PACA, c'est la présence évidemment de Marseille et des zones industrielles ou portuaires. On a aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on regarde par contre sur l'agriculture, on voit là encore se dessiner les régions agricoles et en particulier les régions d'élevage du Grand Ouest français. Et donc on voit très nettement en fait se dessiner les différentes spécialisations sectorielles au sein du territoire national. Suivante s'il te plaît Olivier. Donc, on voit aussi, on a regardé aussi sur le secteur des bâtiments. Donc là aussi, hein, on voit très nettement apparaître les zones avec un bâti, notamment un bâti ancien. Donc l'Île-de-France, évidemment, là est très représentée. On voit également sur la question des transports un certain nombre de points émergés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les bâtiments et les transports, évidemment, sont davantage corrélés à la densité de population qui va exister sur les différents territoires. Alors, on a aussi travaillé sur les Outre-mer et la Corse, et on voit ici que ces régions d'Outre-mer et la Corse en tant qu'île, ont des spécificités qui sont liées évidemment aux structures démographiques, à l'histoire, aux adaptations par rapport au climat, de l'habitat, des transports, etc. Donc, on a des profils un petit peu particuliers d'émissions, notamment sur les Outre-mer. Suivante, s'il te plaît. Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, quand on regarde à l'échelle des périmètres régionaux, c'est-à-dire de la superficie qui est incluse dans les limites de la région administrative, on voit que certaines régions sont très fortement émettrices. On a comparé par exemple le cas de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Alsace sur cette diapositive. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de ces émissions est largement transformée, transportée, consommée dans d'autres régions. À l'inverse, certaines régions qui semblent peu émettrices sont en réalité extrêmement consommatrices de produits qui sont consommés sur leur territoire. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est que si on raisonne uniquement en termes d'émissions, on rate une partie du problème parce que finalement, les émissions qui sont mesurées à l'échelle du périmètre régional masquent des disparités extrêmement importantes en termes d'empreinte carbone. Et donc, une des solutions serait effectivement de regarder cette empreinte carbone. Pourquoi ? Parce que l'objectif de neutralité carbone ne va pas être réalisable au même titre selon les régions. Dans les régions à fort potentiel industriel, avec des héritages anciens, il est évidemment plus difficile d'arriver à cette neutralité carbone si on s'en tient juste à la question des émissions. Et donc, si on prend en compte, par contre, l'empreinte, là, on peut avoir un rééquilibrage au niveau national et donc arriver à une forme de justice plus importante. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, ça veut dire que la répartition des budgets carbone doit être négociée dans un dialogue qui va associer l'État, les régions et les différentes parties prenantes dans un souci d'équité territoriale. Et donc, l'introduction finalement de l'empreinte carbone va permettre de mieux prendre en compte ces disparités et va permettre aussi de mieux prendre en compte un certain nombre d'héritages qui vont être évidemment plus durs à gérer pour certaines régions. Suivante.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde les profils d'émissions, évidemment, on travaille en termes de moyenne. Et ces moyennes cachent des disparités extrêmement fortes à l'échelle du territoire régional et du périmètre régional, d'autant que, vous le savez, depuis la dernière réforme territoriale, l'acte 3 de la décentralisation, les périmètres régionaux ont beaucoup évolué. Et ce faisant, ils ont agrégé des territoires extrêmement hétérogènes. On a pris l'exemple ici de la région Rhône-Alpes-Auvergne, où on voit très clairement une mosaïque de territoires avec des spécificités très variées. Vous avez des territoires fortement industrialisés, je pense au couloir de la chimie sur Lyon, à la vallée du Drac, on peut regarder ce qui se passe sur Clermont. Vous avez des espaces de grande culture, vous avez des espaces d'élevage, vous avez des territoires qui aujourd'hui sont des territoires mis en tourisme. Si vous prenez uniquement la question des Alpes, selon la vallée alpine que vous choisissez, vous aurez là aussi des spécialisations fonctionnelles différentes. Par ailleurs, les densités de population sont aussi très différentes, avec des concentrations dans un certain nombre d'agglomérations, et puis au contraire des zones de très faible densité. Et donc quand vous regardez en fait ces moyennes et que vous les rapportez ensuite à la population, vous voyez des disparités très importantes qui font que les zones les moins denses en fait vont avoir des émissions plus fortes. Alors qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué. Et donc en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de regarder les émissions de gaz à effet de serre en les complétant à partir des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment en regardant ce qui se passe au niveau des métropoles et des grandes agglomérations. Les profils d'émissions ont plus de sens à l'échelle des intercommunalités parce qu'elles permettent aussi de mettre en œuvre un certain nombre d'actions concrètes sur le terrain qui sont aux mains de ces entités administratives. Alors pour différentes raisons de méthode, le calcul des émissions n'est pas le même en plus entre les régions, ce qui fait que la comparaison est difficile et que l'articulation avec la stratégie nationale bas carbone devient compliquée puisqu'on n'a pas en fait de données lissées sur l'ensemble du territoire. Donc, une des recommandations que le HCC a faites, c'est de travailler au rapprochement et à la simplification des indicateurs pour justement harmoniser et encadrer la gouvernance des données territoriales qui préside ensuite à la gouvernance des politiques climatiques. On voit aujourd'hui, par exemple, que l'usage d'indicateurs comme la consommation d'énergie ou le nombre de rénovations du bâti reste beaucoup trop faible et donc beaucoup trop divers aussi pour nous permettre de suivre des changements structurels et des adaptations véritablement transformationnelles. Alors. T'entends pas, là. Et moi, j'ai oublié de remettre mon micro. Donc, on va parler de gouvernance, comme on dit aujourd'hui. Les régions sont supposées être les chefs de file climat à l'échelon régional. Elles ont trois types de compétences sur lesquelles elles ont un levier d'action important, qui sont les transports ferroviaires interurbains, la gestion des lycées et puis les aides à l'agriculture. Elles sont autorités organisatrices de mobilité. Vous savez qu'au niveau national, les transports sont le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre et que le report modal vers le ferroviaire, les transports en commun est un des axes importants et qu'on ne peut pas demander aux citoyens que nous sommes de se passer de voiture s'il n'y a pas d'alternative. Et c'est même parfois très compliqué c'est bien ça qui a été le sujet de la bataille sur la taxe carbone. C'est parfois très compliqué de demander et de croire que le prix de l'énergie croissant, les gens vont se débrouiller tout seuls s'ils n'ont pas d'alternative. Donc ça, c'est vraiment un point important. Concernant les lycées, c'est aussi très significatif parce que le poste bâtiment, c'est le deuxième poste en termes d'émissions de gaz à effet de serre et puis c'est le premier poste en termes de consommation d'énergie finale. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est quand même évident que l'exemplarité de l'État et des collectivités territoriales est si nos jeunes vont dans des lycées qui sont très mal isolés, très mal foutus, ça peut poser des problèmes de compréhension. Concernant l'agriculture, l'agriculture, c'est le troisième poste le plus important en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'orientation de la PAC, qui est en cours de renégociation, a un effet très significatif. J'en profite pour signaler que au Conseil
s'intéresse évidemment, enfin les membres du Haut Conseil s'intéressent de manière très importante aux questions d'adaptation au changement climatique, mais pour le moment, on n'a pas encore fait de rapport sur la question et les régions vont devoir jouer sur les deux leviers simultanément, c'est-à-dire comment atténuer les émissions de gaz à effet de serre, mais comment aussi adapter et contribuer à l'adaptation de leur région au changement climatique qui est en cours. Les régions ont aussi des compétences transversales en termes de développement économique, d'aménagement du territoire et de formation professionnelle. Là aussi, je crois que c'est pas trop utile d'insister sur le fait que dans ces compétences transversales, si le climat n'est pas intégré, on a des risques d'incohérence. Là aussi, j'en profite pour rappeler que ça a été le message principal de notre rapport en 2019, celui de la cohérence des politiques publiques. Il ne suffit pas que dans un coin, on ait quelqu'un qui s'occupe du sujet climat, que ce soit dans un coin régional ou dans un coin national ou dans un coin d'entreprise. Le climat est transversal et donc les politiques climatiques doivent être intégrées dans l'ensemble des leviers et des secteurs d'activité. Voilà, je laisse la parole à Magali. Donc, en fait, ce qu'on a aussi regardé, c'est l'évolution des compétences régionales en matière de climat, pour regarder en fait comment, depuis les nouvelles réformes territoriales, ces régions interviennent dans la gouvernance climatique et dans une gouvernance qui se veut multi-acteurs. Alors, on a vu en fait un mouvement qui traduit un mouvement plus général de transfert de compétences de l'État vers les régions. Et ce transfert de compétences est relativement récent puisque il faut attendre les lois Grenelle 1 et 2 pour avoir une première évolution du rôle de ces régions et plus largement d'ailleurs des collectivités territoriales dans la transition, avec donc le Grenelle 2 qui crée l'obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants d'élaborer les plans climat-énergie territoriaux qui déclinent à l'échelle régionale une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. Donc là, on a aussi donc pour les régions, c'est les schémas régionaux climat, air, énergie. Alors on a un ensemble de sigles qui réjouissent les étudiants quand on leur présente des politiques climatiques, qui posent peut-être un petit problème quand même sur la capacité d'appropriation des habitants par rapport à tous ces documents. Mais ça, c'est un autre problème. Et donc en tout cas, on voit qu'à partir de 2014, notamment avec la MAPTAM, les régions deviennent chefs de file dans le domaine du climat. Et donc, à ce titre, elles ont la charge de coordonner la politique climatique, l'action commune des collectivités sur le sujet. Du coup, la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte de 2005 va aussi donc rajouter ce rôle de chef de file dans la transition énergétique. Avec la loi NOTRe qui porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République, les régions sont tenues d'élaborer un schéma régional, le fameux SRADET, au sein duquel donc elles exercent des objectifs de moyen et de long terme en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le SRADET va permettre de donner aux régions une compétence en matière de planification territoriale et donc en arrière-plan aussi potentiellement d'aménagement. Le SRADET a trois, et c'est un document en fait qui a trois fonctions, trois vocations. Le premier, c'est que c'est un schéma. Donc, il fixe des objectifs de moyen et de long terme sur la politique climatique territoriale et il va décliner à l'échelle du périmètre régional une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. Il permet notamment de préciser comment on va atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone par des actions concrètes en région. Donc, on peut le considérer comme une territorialisation, une forme de territorialisation de cette stratégie nationale bas carbone qui va permettre en fait d'opérationnaliser les prescriptions de cette dernière. Ce qui est intéressant dans le SRADET, c'est qu'il fusionne un ensemble de documents préexistants de planification, notamment le schéma régional air-énergie, le schéma régional de cohérence écologique, le schéma d'aménagement et de développement durable du territoire, le schéma d'intermodalité, le plan de prévention de gestion des déchets. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de documents qui vont permettre effectivement d'intégrer les volets atténuation, adaptation et développement économique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'ensemble de ces documents donne aux régions le potentiel de pouvoir construire leur propre trajectoire de développement bas carbone en intégrant les politiques économiques et les différents volets de la politique climatique.
Autre point important, le SRADET est prescriptif. Il s'impose aux documents locaux d'urbanisme qui doivent prendre en compte ses objectifs et être compatibles avec les règles de son fascicule. C'est intéressant là aussi et c'est une évolution importante parce qu'on voit comment le droit de l'environnement se rapproche du droit de l'urbanisme et de l'aménagement. On avait déjà eu ça, par exemple, dans les plans de prévention des risques et il est clair que l'aménagement du territoire est un des leviers évidemment essentiel pour planifier le développement et la transition bas carbone. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir ces documents, mais et c'est le point qui fâche, c'est que quand on regarde ensuite les volets d'action, si la région est chef de file, eh bien les différentes actions concrètes sont davantage de la responsabilité des collectivités territoriales à des niveaux infrarégionaux. Et donc là, on a un potentiel décalage qui fait qu'en fait, les régions sont chefs de file, mais n'ont pas la main sur une partie importante des émissions qui sont produites sur leur territoire ou qui traversent leur territoire. Slide suivante, s'il te plaît, Olivier. Alors, du coup, quand on regarde l'action régionale, on retombe sur des choses qui sont déjà bien connues en termes de gouvernance territoriale, qui ont déjà beaucoup été soulignées sur d'autres thématiques. La première, évidemment, c'est l'enchevêtrement des compétences qui renvoie à ce fameux millefeuille territorial qui est dénoncé depuis des années par les politistes. On voit bien que les compétences opérationnelles concrètes en matière de secteur de la SNBC sont éclatées entre différents échelons régionaux et différents périmètres. On a les régions, les départements, les communes, les groupements de communes, sachant que, en plus, on ne raisonne ici qu'au niveau du périmètre régional. Or, on sait très bien que ces régions, elles vivent pas en isolat, qu'elles sont reliées à d'autres régions, et donc la coordination transversale, ce qu'on appelle la gouvernance horizontale, doit aussi être pilotée. Alors, cet enchevêtrement de compétences peut sembler aller à l'encontre du principe de bloc de compétences, justement, qui a été institué dès les réformes de la décentralisation en 83. Et en tout cas, elle pourrait constituer un frein au développement des politiques climatiques régionales, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les régions n'ont pas forcément la compétence directe pour agir sur les émissions. On a pris ici le secteur des transports, où on voit bien qu'en termes de mobilité, les régions sont organisatrices de la mobilité et s'occupent de toute la chaîne des transports, sauf que sur les questions, par exemple, de mobilité dans les agglomérations, ce n'est pas elles qui ont la main. Elles ont, par exemple, pas la prise en charge de la mobilité urbaine, le développement des transports collectifs urbains, des pistes cyclables. Et donc, on voit bien ici qu'il y a une articulation multi-échelle à construire avec l'ensemble des acteurs et des échelons territoriaux pour permettre d'assurer d'abord l'intermodalité et surtout de mailler les territoires et de transformer les pratiques mobilitaires par l'offre de transport qui existe et évidemment par le maillage des réseaux. Cet enchevêtrement de compétences peut évidemment se justifier. On voit bien dans le cas des transports que le bloc communal est un échelon de proximité qui va pouvoir piloter de façon très fine les mobilités des habitants en fonction des pratiques, en fonction des besoins, en fonction des profils démographiques, par exemple, qu'on soit à l'échelle du quartier ou à l'échelle de l'agglo. La région, elle aurait plutôt un rôle de coordination de chef d'orchestre sur ces grands transports, pouvant notamment servir de plaque tournante entre les grandes opérations d'aménagement du territoire national et les axes à vocation nationaux ou désormais européens, et puis tous les axes et les types de mobilité à l'échelle infrarégionale. Donc, ce qui est important, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas de changer cette gouvernance, mais bien de clarifier les compétences et de maximiser l'effectivité des politiques menées à chaque échelon territorial. Alors, au-delà des problèmes d'articulation de compétences par rapport aux échelons régionaux, on a aussi un problème d'articulation des actions régionales avec le climat. On se rend compte, par exemple, que certaines régions ont mis en place des politiques qui ne sont pas forcément cohérentes avec des objectifs climatiques. Les régions, par exemple, ont montré qu'elles étaient capables, depuis qu'elles ont eu ces compétences, de respecter des règles budgétaires et financières extrêmement contraignantes, et il faudrait aller vers le même objectif pour les questions climatiques. Et donc, il est vraiment nécessaire de développer la mise en cohérence des politiques régionales avec les politiques climatiques, à la fois en termes d'atténuation
et d'adaptation. Et on voit bien là comment il peut y avoir des choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens. On se rend compte aussi que les acteurs on se heurte à une absence de pouvoir décisionnaire puisque le principe constitutionnel de non-tutelle va limiter évidemment la capacité des régions à organiser les actions qui portent sur les compétences des autres collectivités territoriales ou de leur regroupement, et donc à concrétiser les actions qu'elles établissent sur le climat. Et donc, c'est cette idée de chef de file, en fait, qu'il faut questionner. Les régions devant jouer un rôle extrêmement important dans la coordination des actions entre les différents échelons territoriaux, et donc dans cette gouvernance climatique territoriale multi-échelle que nous appelons de nos voeux. C'est pour ça que la région peut avoir un rôle moteur en tant qu'arène de discussion au sein du territoire. Et on voit très bien que selon les territoires, selon les évolutions politiques, selon les temporalités électorales, l'animation du dialogue sur les territoires demeure assez variable d'une région à l'autre, avec un exercice auprès des établissements publics de coopération intercommunale qui peuvent être extrêmement différents, puisqu'on a des cas dans lesquels on est sur du soutien et du conseil, d'autres de l'accompagnement financier de l'expertise, d'autres de la contractualisation. On peut aussi voir dans les régions un rôle d'impulsion extrêmement fort pour la mise en place d'actions par ces acteurs infrarégionaux, notamment par un jeu de subventions et de mécanismes d'accompagnement incitatifs. Enfin, un des freins principaux reste la capacité limitée de ces régions à pouvoir investir sur la question climatique. Alain ? C'est le slide suivant. Donc là, vous avez un anneau qui présente la répartition des dépenses d'investissement des conseils régionaux. Les dépenses régionales sont de 32 milliards et sur ces 32 milliards, il y a donc 20% qui sont, pardon, pas 20%, un tiers qui sont des dépenses d'investissement. Et sur ces 11 milliards, donc qui représentent en gros le tiers des dépenses des conseils régionaux, il y a 8 milliards qui sont à fort enjeu en termes climatiques. Alors là, il y a plusieurs remarques. La première, c'est que c'est un montant tout petit et que c'est un problème parce que l'accélération de la transition qu'il faut mener un peu à marche forcée dans les années qui viennent suppose et nécessite un programme d'investissement à tous les échelons qui est très important. Pour revenir à l'exemple typique du transport, passer d'un transport qui est carboné assez massivement, puisque quand même l'essentiel du transport se fait en voiture, là je parle des transports des personnes, à un transport décarboné, ça va nécessiter des investissements à toutes les échelles. Pour le fret, c'est encore plus évident, puisqu'on a une très grosse part du mode de transport de marchandises qui se fait par marchandises et qui ne se fait pas par fret ferroviaire. Donc le sujet des investissements est important. J'ai pris l'exemple du transport, j'aurais pu prendre l'exemple des bâtiments et des logements où on ne réduira pas de manière très significative les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au logement et au bâtiment sans très gros investissements en rénovation. Tout ça est bien connu. Donc ce 8 milliards est une somme petite. Deuxièmement, elle est finalement peu importante dans le total des dépenses d'investissement des collectivités locales et territoriales. En gros, l'investissement, c'est 20% des dépenses d'investissement des collectivités territoriales. Donc il y a un paradoxe, c'est que la région est supposée être chef de file. Elle est elle-même peu dotée de moyens pour réaliser ces dépenses d'investissement qui sont donc très importantes en matière de lutte contre le changement climatique et elles seront aussi très importantes en matière d'adaptation, ça c'est clair aussi, je devrais peut-être le dire. Deuxièmement, il y a un problème qui est probablement encore presque plus important, qui est la faiblesse d'autonomie de cet échelon, qui peut se dire de manière très simple, hein, je pense qu'il y a une bien meilleure spécialiste que moi dans la salle virtuelle, mais on peut le dire de manière très simple, c'est que d'une part, elle n'a pas de maîtrise de ses sources de financement, et d'autre part, pour certaines d'entre elles qui lui sont imposées, comme la fiscalité sur les véhicules, c'est plutôt des incitatifs, c'est-à-dire qu'elle a, si elle a envie
d'avoir un petit peu plus de ressources, ce serait au détriment de la lutte contre le changement climatique. Enfin, le rapport a été fait avant la crise du Covid, donc la crise du Covid a ouvert une parenthèse sur les critères nationaux, hein, donc les critères de maîtrise du déficit. Elle a aussi ouvert une parenthèse sur les critères régionaux, hein, ce qu'on appelle le pacte de Cahors et les règles d'or de financement. Et là, de mon point de vue à moi, là, ça n'engage pas l'ensemble du Conseil pour le climat, mais de mon point de vue à moi, il va falloir faire extrêmement attention à la sortie, qu'on espère tous la plus rapide possible de cette période de crise, pour pouvoir faire en sorte que les règles budgétaires, qu'elles soient des règles d'or, qu'elles soient des règles de limite des déficits publics au niveau national, intègrent la question climatique. Au niveau régional, le truc sans doute le plus important, c'est que la séparation des budgets de fonctionnement et des budgets d'investissement, c'est pas complètement adapté à notre affaire, parce que dans certains cas, il va falloir investir plus pour réduire les dépenses de fonctionnement, hein, l'énergie, la consommation d'énergie, c'est dans le fonctionnement. L'investissement pour réduire cette dépense d'énergie, elle est dans les dépenses d'investissement, donc il va falloir jouer là-dessus. Et donc je suis très très persuadé, personnel, que l'évolution des règles de gestion budgétaire est un enjeu majeur de notre lutte contre le changement climatique et aussi en matière de résilience face au changement climatique en cours. Olivier, tu peux passer de la dernière slide, le dernier slide. Alors, le Haut Conseil n'est pas une instance qui a pour but de définir les politiques publiques, hein. On est plutôt une instance de veille et puis d'analyse de ce qui se passe. On peut quand même pas se passer de faire quelques suggestions. Donc les quelques suggestions qui sont là n'ont pas pour but, là je préfère le dire d'entrée de jeu parce que je veux éviter tout malentendu, elles n'ont pas pour but d'aller au bout de la réflexion d'ensemble sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Néanmoins, on a quelques pistes évidentes qui sont juste la conséquence de tout ce qu'on vient de vous dire depuis le début de ce webinaire. C'est numéro 1, les outils plus performants donc pour piloter les politiques publiques régionales. Alors, je trouve qu'à titre personnel, je suis cofondateur et associé d'une entreprise qui s'appelle Carbone 4 et qui aide les entreprises à piloter leur chemin vers la neutralité carbone. Et donc, je vois l'importance qu'il y a à avoir des outils de compte qui soient efficaces, qui soient sans ambiguïté, sachant que pour les entreprises, comme pour les collectivités, comme pour l'État, la métrique carbone n'est pas intégrée dans les dispositifs courants. Magali l'a dit tout à l'heure, les méthodes sont pas homogénéisées, donc les comparaisons sont difficiles. Et donc, il va falloir faire avancer ça, probablement aussi et simultanément. Un des points les plus importants, mais j'ai déjà dit tout à l'heure, quand j'ai dit que les politiques climatiques doivent être transversales, c'est aussi, mais on le voit aussi dans le cas des entreprises, c'est aussi que ces instruments soient partagés au plus haut niveau. Là, en l'occurrence, ce sera le niveau politique, de manière à ce que ce ne soit pas désintégré de la politique d'ensemble de la région. Le deuxième point, c'est développer les actions dans le domaine de compétences régionales. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas suffisant, mais c'est peut-être aussi lié au tic-tac politique qui fait que le climat n'est pas toujours mis en tête de gondole dans les programmes. Concernant la transversalité, je pense que, et là je pense qu'on va mettre ce point-là avec le suivant, concertation gouvernance, ça a déjà été dit en creux par Magali, les régions ont une vraie capacité à animer, à mettre en relation l'ensemble des acteurs sur le terrain pour partager les bonnes pratiques et pour améliorer l'efficacité qui est des actions qui est parfois liée à des fonctionnements en silo. Concernant le dernier point qui est spécificité régionale, là il faut, je pense, revenir au slide initial, le premier qu'on a montré, qui est que
les régions n'ont pas les mêmes enjeux en matière de climat. Néanmoins, il faut faire un petit peu attention à ça. Je pense que c'est toujours la même histoire concernant l'action climatique. Et je vais faire une petite parenthèse d'une demi-seconde. On n'est pas dans le cas de la lutte contre la couche d'ozone où on avait juste un coupable et en s'attaquant au coupable, on résolvait le problème. Là, le problème du climat, c'est qu'il concerne absolument tous les secteurs d'activité. Donc, il faut faire attention aux spécificités. Évidemment que l'échelon régional a un intérêt puisque l'action elle doit être au plus près du terrain et on est dans un pays très jacobin, donc on a vraiment intérêt en matière climat à faire adhérer les citoyens et à descendre l'action au plus près du terrain. Mais par ailleurs, il faut faire attention au fait que c'est pas parce qu'une région, par exemple, serait très spécifiquement plus spécifiquement agricole que d'autres qu'il faudrait qu'elle se désintéresse des questions de bâtiments. Donc, je pense qu'autour de ce point de spécificité régionale qui est absolument indispensable, il faut le compléter par un suivi de l'ensemble des sources d'émissions de gaz à effet de serre pour vérifier qu'on est bien dans une trajectoire qui est extrêmement engageante et ambitieuse. Et donc, je pense que le pilotage et le suivi des actions restent toujours d'actualité, même si l'échelon régional doit avoir sa spécialité et sa spécificité. Voilà, Magali, est-ce que tu veux rajouter un point sur ce dernier slide? Sinon, on passe la parole à Olivier aux questions. Très bien. Très bien, merci Alain, merci Magali pour cette présentation complète et extrêmement claire du chapitre région du rapport annuel. Il y a pas mal de questions et de réactions. Je vais essayer de les rassembler par thème. J'ai vu un premier rangé de questions autour de l'empreinte carbone et des budgets carbone, avec des points qui portent sur le calcul de l'empreinte et du budget, mais c'est peut-être un peu technique pour notre intervention, mais il y a aussi une question sur l'enjeu d'un partage éventuel des budgets carbone entre les régions. Alors, est-ce qu'on pourrait raisonner comme ça? Est-ce qu'il y a des limites? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas explicitement recommandé dans le rapport du Haut Conseil? Je sais pas qui d'entre vous veut prendre la parole. Olivier, moi je veux bien prendre la parole sur le premier point. Mais je t'en prie, vas-y. Empreinte versus émission directe. Je pense que sur ces questions-là, le plus important, vraiment, de très très loin, et là aussi c'est mon expérience qui parle, c'est que chacun sache bien de quoi il parle. Donc si on parle d'émissions territoriales, on parle des émissions directes sur le territoire, de même qu'on parle pour une entreprise de son scope 1. Si on parle d'empreinte, il y a toujours une confusion sur la question de l'export. C'est-à-dire qu'au niveau national, par exemple, on parle d'empreinte au sens de émissions de gaz à effet de serre liées à la demande finale de la consommation, et donc on enlève les exportations. Parfois, le mot empreinte, par exemple l'empreinte d'un produit, c'est l'ensemble des émissions, y compris son usage. Donc on tient aussi compte des émissions aval. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne métrique, il y a juste de bien savoir de quoi on parle. Et c'est pas gagné parce que le vocabulaire n'est pas rentré dans les mœurs. Je pense qu'en matière de comptabilité d'entreprise, ça doit faire 5 ou 6 siècles qu'on utilise une comptabilité en partie double. En matière de carbone, ça fait à peine 20 ans qu'il y a un bilan carbone, donc c'est un peu normal qu'on ait encore des hésitations. Mais ça me paraît vraiment la première des priorités, et c'est pas complètement acquis. C'est pour ça que les normes, les standards et la précision du vocabulaire sont importantes pour bien savoir de quoi on parle. Ok, plus généralement sur la répartition éventuelle du budget carbone national entre les régions, est-ce que vous avez des réactions dessus? Ce qu'on a regardé en fait dans le rapport, c'est la difficulté effectivement à demander à certaines régions qui, pour des raisons historiques, ont évidemment des secteurs qui sont plus représentés que d'autres, alors même qu'elles ont notamment par exemple des réserves en puits de carbone qui sont elles différentes.
Donc effectivement, en termes de justice, la répartition, l'équité va être compliquée parce qu'on peut demander, si on regarde les cartes brutes qu'on a produites, on va demander à des régions qui sont en extrême difficulté déjà, notamment des régions industrielles en reconversion, de faire des efforts conséquents alors même qu'une partie des émissions qu'elles produisent ne sont pas consommées sur le territoire. Donc là, il y a vraiment effectivement une réflexion à avoir qui doit se faire dans un dialogue entre les régions et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de cette question de pilotage aussi horizontal et de nécessité à agir en coopération. Par ailleurs, ce qui est remonté dans les premiers travaux qu'on a menés et qu'il faudra sans doute approfondir, c'est que la transformation des périmètres régionaux a effectivement conduit à augmenter l'hétérogénéité des problématiques régionales. Et donc, de raisonner à l'échelle régionale dans sa globalité pose parfois problème parce que finalement, on invisibilise un certain nombre d'émissions ou de pôles d'émissions qui font qui vont être noyés en fait dans la masse et donc là aussi qui posent des questions d'équité. Et puis enfin aussi, il y a aussi une dimension nationale qui fait que, enfin voilà, il y a une vie de la nation qui cause des émissions et qui fait qu'on ne peut pas découper l'ensemble de la vie économique de la nation et de ses émissions entre les régions. Le deuxième thème qui revient assez souvent, c'est la question du dialogue entre les régions et l'État. Et donc du ressenti d'une forme de jacobinisme climatique, si on peut dire. Donc la question du dialogue entre les SRADET et la SNBC, et aussi quel autre engagement, enfin quelle forme d'engagement on pourrait attendre et quelle forme de coordination avec les autres échelons, notamment éventuellement les départements et les communes. Magali, si tu m'autorises, je prendrais bien un début de réponse et puis tu compléteras. J'ai un début de réponse qui est que il y a un problème vraiment fondamental sur la stratégie nationale bas carbone qui est que c'est au niveau national, elle est portée principalement par le ministère qui s'appelle le ministère de la Transition écologique, comme ça qui s'appelle le MTE. Avant, il s'appelait le MTES. Et elle n'est pas vraiment portée par ses autres, par les collègues. Alors que c'est évidemment une stratégie totalement transversale. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, la question de la cohérence horizontale est déterminante en matière de lutte contre le changement climatique. Cette remarque de manque d'horizontalité, de manque de partage au niveau national se double de la même chose au niveau vertical, c'est-à-dire que la SNBC n'est pas partagée avec les régions de manière cohérente, et je crois comprendre que c'est pour deux raisons de fond. C'est que la première, c'est que ça n'a pas été bâti comme ça, et la deuxième, c'est que c'est encore plus compliqué que sur le partage horizontal, parce que sur le partage horizontal au sein d'un gouvernement, on pourrait dire les collègues ministres se voient à peu près toutes les semaines, si je comprends bien. D'autre part, il y a un conseil de défense écologique, donc ça devrait quand même pouvoir se faire verticalement. Les périodes, les temporalités ne sont pas les mêmes. Donc c'est probablement un petit peu plus compliqué. Mais tant que ce n'est pas fait, je doute qu'on arrive à une grande efficacité. Magali, tu veux peut-être compléter ce propos général ? Oui, je pense que là, sur la gouvernance multi-échelle, alors effectivement, il y a cette idée de jacobinisme qu'il faut quand même un petit peu nuancer aussi, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment en fait les régions ont des poids différents en fonction de leur histoire, en fonction du portage politique, et comment au sein de chaque territoire, et notamment des nouvelles grandes régions, en fait, on a des exécutifs qui vont être plus ou moins en capacité de s'imposer, notamment face à des grandes métropoles qui quand même ont un rôle absolument fondamental. Certaines sont très anciennes. Donc vous avez des régions où on voit très bien comment en fait il y a un dialogue qui s'est établi historiquement entre l'exécutif régional, la métropole, les intercommunalités. Dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus récent. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de regarder le rôle des départements.
Le rôle des départements, notamment pour les territoires ruraux. J'ai vu tout à l'heure dans le chat des questions sur ces territoires ruraux. Il est clair qu'on a tendance à se focaliser sur les territoires urbains du fait de la densité de population, du fait des enjeux énergétiques, bâtis qui sont concentrés dessus, des transports. Le département a sans doute encore un rôle très important d'intermédiation territoriale qui a pu être joué auparavant par les villes moyennes. Et donc, effectivement, cette échelle des départements, notamment sur la mobilité, l'accompagnement social, etc., peut être finalement un maillon important dans la chaîne, et notamment pour intégrer ces espaces ruraux. Donc ensuite, effectivement, ces gouvernances, elles sont à construire. Elles sont extrêmement fluctuantes en fonction des temporalités politiques et des majorités politiques. Elles sont aussi parfois facilitées par finalement les connaissances interpersonnelles dans les services, où on voit quand même qu'on a aujourd'hui dans certains territoires des gens qui travaillent depuis des années ensemble, qui se connaissent. Donc finalement, ça avance bien. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des conflits. Et donc on voit aussi qu'on n'a pas là une homogénéité sur le territoire. Nous, on a vraiment voulu insister sur deux choses. Effectivement, la mise en cohérence verticale et finalement ce va-et-vient entre les échelons de proximité et les politiques qui se font à l'échelle quasiment habitante, et puis les échelons les plus nationaux qui sont là pour donner les directions, et donc évidemment la région au milieu, mais aussi l'importance, et j'insiste vraiment, et Alain l'a déjà fait, sur finalement la mise en cohérence entre les régions. Et il manque certainement ici des instances de dialogue pour que les régions puissent travailler beaucoup plus entre elles dans des logiques justement d'aménagement du territoire concerté. On l'a vu dans le passé sur les questions de l'eau et de gestion de l'eau avec les logiques par bassin. Ici, en fait, on voit bien qu'on a des bassins d'emploi, on a des bassins de vie qui, en fait, excèdent parfois les limites régionales. On a des cohérences fonctionnelles qui se mettent en place, et donc, évidemment, les politiques des uns vont avoir des effets sur les autres. Et donc, cette question, en fait, du caractère systémique de la production des émissions couplées à des territoires qui sont, eux, maillés par des logiques administratives, elle est un des freins, mais qui est constaté pour l'ensemble des politiques publiques. Donc, l'idée, c'est pas tant de changer que d'essayer de rendre pertinents ces échelons pour essayer en fait de leur donner le maximum de compétences possibles. Et en ce sens, la région peut être vraiment un outil, enfin un échelon intéressant, parce qu'elle est vraiment finalement une plaque tournante entre ce qui vient du niveau national et ce qui est mené par les collectivités territoriales à des échelles plus locales. Merci. C'est des commentaires qui reviennent assez régulièrement sur la distance notamment entre les acteurs et les exécutifs locaux sur la prise de conscience des enjeux des politiques climatiques. Et alors, pour ajouter un peu à la distance, éventuellement une réflexion sur l'échelon européen vis-à-vis des politiques régionales en matière de climat. Je t'ai pas entendu, Olivier. Je me demandais si vous aviez une réflexion complémentaire sur le rôle de l'Europe. Je peux peut-être te dire un mot le temps que Magali réfléchisse à cette bonne question. C'est clair qu'on peut se féliciter du fait que la Commission européenne actuelle ait mis le Green Deal en priorité, qu'on peut se féliciter du fait que il y a une partie du programme d'investissement dit de relance qui soit affectée à la transition. Ça, c'est le côté verre à moitié plein. Le côté verre à moitié vide, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une attention très soutenue sur les conditionnalités à mettre sur les dépenses qui sont non fléchées vertes. Petit 1, que petit 2, la réforme en cours de la PAC, elle est, semble-t-il, pas si bien partie que ça. Et donc, j'ai l'impression que l'Europe n'est pas a le même défaut que celui qu'on ne cesse de signaler depuis le début de ce webinaire, c'est-à-dire une sorte de schizophrénie entre des acteurs qui ont bien compris les enjeux et d'autres qui le voient comme pas au cœur de la réflexion économique. Donc cette difficulté au niveau européen se traduit forcément, mais là je ne suis pas très compétent pour en dire beaucoup plus,
dans l'articulation entre l'Europe et les régions. En tout cas, pour l'agriculture, c'est vraiment évident, puisque les régions sont un intermédiaire important de la question des subsides européens en matière de politique agricole. Je le regarderai un peu différemment, notamment sur les questions par exemple, d'adaptation, où on voit qu'un certain nombre de directives européennes, je pense à la directive cadre sur l'eau et la directive cadre inondation, ont déjà en fait mis en place les jalons pour un certain nombre de politiques, mais qui justement ne sont pas forcément adaptées au niveau régional. Si on prend la directive cadre, on est au niveau des TRI, donc c'est plutôt les grandes agglomérations, donc on retombe sur les EPCI. On a aussi des dynamiques aujourd'hui qui se mettent en place, mais depuis très longtemps, sur les régions transfrontalières, dans le cadre de ce qu'on appelait auparavant les eurorégions. Et on voit bien, par exemple, que là, on a des logiques de solidarité. Je pense évidemment au Nord-Pas-de-Calais, hein, et à tout ce qui se passe autour, mais on verrait ça aussi sur Rhône-Alpes ou sur un certain nombre de régions, où là, effectivement, on est plus dans de la coopération transfrontalière entre les régions. Donc, on est moins sur l'aspect échelon européen que sur la traduction d'un certain nombre de politiques européennes et de facteurs d'intégration de l'Europe, et qui vont jouer probablement dans les mécanismes d'adaptation au niveau régional et au niveau des EPCI. Merci. Dernier groupe de questions. Il y a eu pas mal de remarques et de questionnements sur la participation locale et jusqu'aux citoyens, donc à ces efforts et aux politiques liées au changement climatique. Et donc, est-ce que ce serait l'occasion de mettre en valeur éventuellement vos réflexions sur les COP locales qui ont pu se créer, et aussi la réflexion du HCC sur la notion de responsabilité individuelle face aux enjeux climatiques? Alain, tu peux répondre? Je vais me permettre de répondre à une des questions du chat que tu n'as pas réévoquée, Olivier, qui est la question de la formation. Là aussi, et après je reviendrai à la responsabilité individuelle, et puis Magali complétera. Oui, il y a plusieurs remarques sur la question de la formation, et là aussi, je pense utile de faire part de mon expérience dans le monde de l'entreprise. Donc, ça fait 13 ans qu'on a créé Carbone 4, et moi, j'avais l'impression que les questions de formation étaient un peu derrière nous, que tout le monde avait à peu près compris la question du climat. C'est complètement faux. Les sondages annuels de l'ADEME, qui sont pilotés par Daniel Bois, qui est un très bon expert de cette question-là, montrent que l'opinion publique continue à tout mélanger. C'est vrai que c'est technique, et c'est vrai qu'il y a parfois, et ça a été dit dans le chat, des rapports du GIEC qui sont faits par des scientifiques très très pointus, et du coup ils sont extrêmement difficiles d'accès. Ils sont beaucoup trop longs si on veut les lire en entier, malgré l'énorme effort du GIEC en matière de synthèse. Il ne faut pas le négliger, c'est un effort extrêmement important. Donc les questions de formation restent toujours devant nous. La demande est de plus en plus forte. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et si j'ai compris, dans le plan de relance français, il y a un volet formation important. Donc oui, il est extrêmement important qu'à tous les échelons, et y compris par commencer aux échelons des décideurs, un temps significatif soit porté à ces questions-là. On peut témoigner d'une anecdote, c'est que Bruno Le Maire, ministre des Finances, a passé 20 minutes avec Valérie Masson-Delmotte. Je pense que c'est le premier ministre des Finances que je connais depuis trois équipes qui consacrent autant de temps au changement climatique, 20 minutes sur 5 ans. Bon, donc ce serait mieux s'il y passait un peu plus de temps, et si surtout ses conseillers y passaient du temps, mais c'était un peu une anecdote, parce que c'est finalement pas si mal que ça qu'il y passe un peu de temps. Et c'est évidemment vrai de l'ensemble des exécutifs au sens très large. Les citoyens ont un rôle extrêmement important. Là, sur ce point-là, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais m'emmener, Olivier, mais en gros, il faut faire un tout petit peu attention à deux écueils. Il y a l'écueil de la culpabilisation, c'est-à-dire, messieurs les citoyens, réveillez-vous à 6 heures du matin, pensez au climat jusqu'à 24 heures, et c'est vous qui allez sauver le monde. Ouais, enfin, sauf que non, parce que, à nouveau, je redis, hein, si je prends une bagnole et que je suis bien obligé de rouler pour aller au boulot, pas trop le choix. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas complètement de ma faute. C'est pas ma décision, quoi. Ça, c'est le premier écueil. Mais le deuxième écueil, c'est l'inverse, c'est qu'on fait des calculs qui montrent quand même que le geste individuel n'est pas anecdotique. Donc, il ne faut pas non plus
rentrer dans l'idée que tout serait de la faute et du fait des industriels et du politique. Bon, d'autant plus que le citoyen a un rôle et ça s'appelle voter. Et donc, le citoyen consommateur a du poids, de l'influence. Tous les industriels que je connaisse qui font du B2C sont quand même très très sensibles à la demande sociale qui est exprimée. Mais je pense que j'ai fait que la moitié ou le quart de la réponse à votre question d'Olivier. Donc Magali, je te laisse, si tu te rappelles. Merci. Non, je pense d'abord que, enfin, il y a une question qui est intéressante sur effectivement l'implication des citoyens dans les régions. Et là, il faut revenir au rôle de ces nouvelles régions et à la modification des périmètres qui a quand même changé les référentiels d'identification, la reconnaissance aussi de ces régions. Il a fallu très longtemps pour que les régions définies par la loi les premières lois de décentralisation s'imposent et deviennent des référentiels d'appartenance pour les citoyens. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est effectivement comment est-ce que les citoyens s'approprient ces nouveaux périmètres régionaux, ces nouvelles instances régionales, parfois qui sont très éloignées. Au moment de la réforme territoriale, on a vu les débats qui ont porté justement sur l'éloignement aux métropoles, le fait que désormais le conseil régional était très éloigné des zones les plus isolées, que la distance devenait un facteur déterminant dans un certain nombre de périphéries rurales qui allaient se retrouver isolées. Et donc on voit d'abord cette première question qui est: est-ce que l'échelon régional aujourd'hui peut être un échelon de mobilisation citoyenne, alors même qu'on a sur d'autres périmètres, notamment sur les EPCI, davantage en fait d'implication. Alors après, on a forcément les vecteurs traditionnels et habituels. On pense par exemple au lycée, qui sont ici des fers de lance de la politique climatique. On a parlé de la rénovation de ces établissements. On voit aujourd'hui qu'on a énormément d'établissements qui sont pilotes en matière d'atténuation et d'adaptation. Donc voilà, donc on a en fait des lieux qui restent quand même très largement à construire, et là encore qui peuvent poser problème sur la représentativité de ces habitants et de ces pratiques habitantes. Quand vous avez des territoires aussi hétérogènes que des territoires littoraux, des territoires montagnards, des territoires de très forte densité, des territoires de densité très faible, des territoires avec des problématiques de vieillissement, quand d'autres sont plutôt touchés par des problématiques de très jeunes ménages, on voit bien ici que la représentativité, l'expression des besoins de ces populations n'est pas la même. Si vous rajoutez ça, évidemment, à la question de la sensibilisation aux problèmes climatiques, vous voyez bien que tout ça est assez compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça veut dire qu'il y a probablement des choses à inventer pour effectivement construire des mobilisations citoyennes, avec pourquoi pas des COP régionales, avec il y a énormément de choses qui se mettent en place. Il va être intéressant de regarder pour les prochaines élections régionales comment la question climatique va être inscrite à l'agenda des programmes. Je pense que ça sera assez intéressant de voir comment derrière le portage politique de ces questions va émerger ou non dans le débat public et dans le débat politique. Ça donnera peut-être une indication intéressante. Par ailleurs, on voit aussi que selon les territoires, évidemment, les impacts du changement climatique ne sont pas les mêmes. Et en particulier, l'affichage de ces impacts est encore assez mal mesuré par les individus. Quand vous avez des régions qui sont, par exemple, très exposées à la remontée du niveau marin, des régions qui vont être très exposées à la fonte des neiges à l'hiver alors qu'elles sont fondées sur le tourisme, quand vous avez des régions avec des problématiques agricoles, des problématiques forestières, on voit bien que les impacts ne sont pas les mêmes et qu'elles ne vont pas concerner les mêmes groupes d'acteurs. Et donc là, on va se retrouver avec un accroissement des conflits d'usage, des conflits qu'on connaît déjà à l'heure actuelle, mais évidemment dans un climat qui change, tout ça risque de s'exacerber ou au contraire finalement de retomber. Et donc là aussi, il sera intéressant de voir comment ces groupes, cette fois-ci de population, vont pouvoir être impliqués dans la négociation à partir d'instances qui existent déjà et qui vont pouvoir être mises en relation probablement au niveau régional. Donc on voit qu'ici que ces nouveaux périmètres, ils sont aussi bien pertinents pour permettre d'agréger finalement un certain nombre d'intérêts contradictoires et de les faire travailler ensemble. Elles sont aussi peut-être un peu larges parfois et donc trop finalement, elles embrassent un peu trop pour permettre la juste expression des besoins des individus et la prise en compte notamment des disparités socio-économiques. Quand vous voyez certaines régions et que vous voyez que la maille régionale n'est pas du tout en fait la bonne pour appréhender ces difficultés socio-économiques,
On voit bien ici derrière que la question de la participation citoyenne fait extrêmement écho à la question de la transition juste dont on a parlé la dernière fois, à savoir comment est-ce qu'on va impliquer des populations qui ont un accès évidemment au pouvoir politique très différent, comment on va pouvoir les former, les accompagner. Et donc tout ça est extrêmement problématique. Il n'y a pas de réponse en soi, mais il y a effectivement un enjeu à mettre à l'agenda politique. Merci Magali et Alain pour ces réponses très complètes et notamment la perspective politique et régionale qui était précisée, qui effectivement est très importante. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Merci à nos deux intervenants d'avoir bien voulu participer et nous éclairer sur ces questions. Merci aussi aux participants. Je crois que vous n'avez jamais été aussi nombreux à suivre un webinaire du HCC. Il y a eu beaucoup de réactions intéressantes, beaucoup de partage de liens très intéressants pour éclairer tous ceux qui sont intéressés par ces questions. Je vous rappelle que nos vidéos, nos webinaires et nos présentations sont disponibles sur la chaîne YouTube du Haut Conseil pour le climat. Et je vous invite à nous y retrouver quand vous en aurez l'envie ou le besoin. Merci beaucoup encore une fois et à notre prochaine diffusion. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.